Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Bonjour Jocelyn Maire, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette émission Où va le monde? Aujourd'hui, on va parler d'économie sociale et solidaire, de la fédération de la filière mode. On va parler des différentes difficultés qu'il y a pu y avoir sur le terrain pour développer l'économie et puis des différentes solutions que tu as pu réussir à mettre en place au fil des années. Ouais. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à notre auditoire? Oui, bah écoute, moi donc je m'appelle Jocelyn Maire, j'ai 48 ans, je suis né en région parisienne, à Boulogne précisément, D'accord. et je me revendique aujourd'hui comme un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire, puisque ça fait, on va dire, une vingtaine d'années que je suis, que l'économie sociale et solidaire en fait est mon employeur d'une façon générale. Souvent, dans la plupart des cas, c'est des structures que j'ai à minima dirigées, voire créées moi-même. Sachant que depuis, pour ainsi dire toujours, je suis investi dans des associations diverses et variées, donc de toute façon le milieu associatif c'est un peu mon ADN depuis toujours. Voilà. D'accord. Donc là, on est à Marseille en plus. Nous sommes à Marseille, effectivement. Moi j'ai choisi de venir m'installer à Marseille en 1996, j'avais un peu plus de 20 ans. Et j'ai choisi de venir faire en fait ce qui s'appelait Subdeco. Aujourd'hui ça s'appelle Kedge Business School. D'accord. Mais à l'époque ça s'appelait une Subdeco. Et donc je suis venu ici faire mon bac+5 du coup, ce qu'on appelle Master 2 maintenant, dans la volonté de venir vivre ici, parce que c'est un territoire que j'avais découvert adolescent en vacances, comme souvent quand on n'est pas d'un territoire, souvent on le découvre pendant les vacances. Voilà, et j'en suis tombé amoureux, et cet amour, cette passion ne m'a jamais quitté. Et j'ai réussi, j'ai la chance d'avoir réussi à faire instinctivement, faire évoluer ma carrière depuis maintenant un peu plus de 20 ans que je bosse. Je crois que je n'ai jamais eu des fonctions, quelles qu'elles soient, qui étaient détachées de l'intérêt de ce territoire en fait. Pour le dire autrement, j'ai la chance d'avoir jamais vendu de boulon. D'accord. Bien sûr, un boulon c'est vachement important, c'est vachement utile, on est bien d'accord, hein. Mais j'ai la chance, moi ça me passionne pas les boulons, et je suis assez content de n'avoir jamais eu ni à produire ni à vendre des boulons. En revanche, plus sérieusement, dans l'ensemble de mes fonctions depuis en gros 25 ans que je bosse, ça a toujours eu trait au développement économique, au marketing territorial, à faire connaître ce qui se passe ici, sachant qu'en plus on est sur un territoire un peu particulier, alors sans paraphraser l'ancien maire de Marseille qui parlait de Marseille bashing. Ouais. Nous, Marseillais, parce que moi je me revendique comme Marseillais aujourd'hui, on souffre quand même encore un petit peu il est quand même très fréquent que lorsqu'on est en dehors du territoire, lorsqu'on habite ailleurs, lorsqu'on connaît pas Marseille, souvent on a quand même des tendances à stéréotyper un petit peu entre les kalachnikovs, les gilets pare-balles, les dealers de drogue, la saleté, enfin les choses, les magouilles, les choses qui se font jamais comme ailleurs, bon, etc., etc. Tout n'est pas totalement faux, mais je pense que dans beaucoup de banlieues, qu'elles soient au nord ou au sud de la ville, il y aurait des sujets. Moi, comme ex-parisien, on pourrait parler de sa région, mais on pourrait parler de Dijon et ses banlieues, on pourrait parler de Lyon et des villes bon, voilà. Donc au lieu de rentrer là-dedans, moi je préfère juste dire que à Marseille comme ailleurs, il y a des choses positives, qu'à Marseille il y a des choses différentes d'autres, là encore sans que ce soit meilleur. Je trouve que c'est pas très intéressant, la compétition en permanence, ça sert pas à grand-chose. En revanche, il est clair qu'à Marseille, c'est ça qui m'a fait tilter quand j'avais 15-16 ans la première fois que je suis venu ici, c'est ses couleurs. Et d'ailleurs qu'au passage, beaucoup d'autres bien avant nous ont utilisé, puisque les peintres notamment, et puis le milieu artistique d'une manière générale vient s'inspirer ici parce qu'il y a un truc particulier, il y a une lumière de dingue, et il y a ce bleu de la mer et ce bleu du ciel, sans faire de stéréotypes, sans faire d'images d'épinal. Moi je trouve, en tout cas moi ça me touche énormément, il y a vraiment un truc de fou qui se passe. Et c'est ça que je trouve passionnant. Et derrière ça, moi je suis pas artiste, bon, je suis pas dénué de créativité, mais je me demande pas de peindre une toile, ce serait pas très intéressant. En revanche, tout ça, moi je crois que c'est ça notamment qui m'a aidé à être créatif. Là encore, je revendique aucune médaille, je sais pas si je suis plus créatif qu'un autre, en tout cas
Le fait est que j'ai créé un certain nombre de choses, dont les derniers bébés que j'ai, c'est ceux dont on va parler, mais la démarche finalement reste la même. Ouais. Et j'appelle souvent ça l'entrepreneuriat. En fait, aujourd'hui, il y a un grand mouvement qui s'appelle l'intrapreneuriat, c'est-à-dire favoriser l'entrepreneuriat au sein d'entreprises, même de grandes entreprises. C'est des nouveaux mots, mais finalement, c'est des choses qui ont toujours existé. Dans une boîte, qu'elle soit grande ou petite, on te laisse prendre des initiatives, on te laisse sortir du cadre, on te laisse faire autrement que ce que tes prédécesseurs ont fait, on te laisse même faire autrement que ce que tu as toi-même fait, si toi-même tu as la capacité à te remettre en cause. Et c'est ça qui me caractérise. Alors aujourd'hui, j'applique un peu ces méthodes-là dans un secteur d'activité que j'ai rencontré par hasard, sachant que je crois pas vraiment au hasard. En tout cas, si on regardait ça de loin, quelque part c'est un hasard. Mais c'est d'abord et avant tout une méthodologie. D'abord et avant tout une envie de se dire ok, là il y a un certain nombre de problématiques, il y a forcément des solutions. Et alors justement, on en a parlé un peu tout à l'heure, cette histoire de Made in France. Alors est-ce que tu peux nous expliquer de où tu es parti, de quel constat, quelles étaient les difficultés de terrain, et puis après tu vas nous parler un peu des solutions, des différentes choses que tu as mises en place. Effectivement, donc en 2019, pour la faire courte, par un pseudo hasard, je me rends compte que dans la filière mode, et quand je dis mode, c'est la définition de la filière mode luxe souvent au national, c'est-à-dire c'est certes textile, le prêt-à-porter, mais c'est aussi c'est aussi la petite création, ce qu'on appelle souvent les petits créateurs ou les jeunes créateurs, dans le textile, dans le prêt-à-porter, mais c'est aussi le bijou, la cosméto, la parfumerie, la maroquinerie, les chaussures, etc. Dans l'ensemble de ces filières, finalement, c'est aussi l'ensemble des métiers qui composent chacune de ces filières. Donc la création, le design du produit, quel qu'il soit. On design un produit de cosméto, mais on design évidemment aussi une robe, une jupe, une paire de chaussures, etc. On la fabrique, on la conceptualise, on la fabrique, on la vend, on la répare, etc., etc. Donc moi je me suis dit que l'ensemble de cet écosystème, il n'y avait personne pour le fédérer. Et il y avait personne pour le fédérer dans une dynamique de les faire se connaître entre eux, tous ces acteurs, les faire se travailler entre eux, pour schématiser. Je trouve ça dommage que, en tant que professionnel d'un métier ici à Marseille, on aille chercher une compétence dont on a besoin à 500, 1000, 2000, 3000 km, alors même que la porte d'à côté, il y a un mec qui fait ce dont on a besoin. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y avait une somme d'individualité, chacun fonctionnait un peu dans son coin, et ne connaissant pas le voisin, on préférait aller bien au-delà parfois des frontières, absolument. Alors qu'au bout de la ville, il y avait quelqu'un qui aurait pu nous aider en nous fournissant des fleurs pour faire de la maroquinerie. En tout cas, c'est ça le principe. Voilà, le schéma directeur, c'est celui-là. C'est de faire en sorte finalement qu'on se connaisse mieux, y compris a fortiori en proximité géographique, de manière à ce que économiquement, ça ait des retombées pour le territoire. Pour enfoncer le clou, c'est plus intéressant pour le territoire que tu fasses bosser le mec qui est à côté de toi, qui est sur le même territoire que toi, parce que du coup, quelque part, vos impôts, votre contribution, en tout cas économique, l'emploi que vous générez, à commencer par le vôtre, mais éventuellement celui des collaborateurs que vous allez pouvoir employer, des fournisseurs que vous allez pouvoir solliciter, etc., plus ils seront sur votre territoire, plus c'est votre territoire qui en bénéficiera. Attention, je parle pas de protectionnisme, je suis pas en train de dire que c'est les territoires les uns contre les autres, je suis en train de dire que dans un certain nombre de sujets, et sur un certain nombre de domaines, etc., c'est beaucoup plus intelligent de fonctionner en proximité. Aujourd'hui, on appelle ça le circuit court. C'est faire travailler en proximité. Au passage, ça a des impacts environnementaux aussi moins forts que lorsqu'on travaille avec des gens plus loin, etc., etc. Tout concorde là-dessus, de toute façon, on reparle, ça fait 30 ans qu'on en parle, mais là on en reparle encore de la réindustrialisation, qu'on arrête d'aller chercher à 30 000 km ce qu'on a peut-être pas loin. Donc quelque part, déjà dans l'idée de créer cette association qui s'appelle FASC, c'est de l'anglais, FASC c'est le FA de Fashion, et SK c'est le SK de Skills. L'idée c'est qu'un réseau de professionnels d'un secteur d'activité, quel qu'il soit, quand tu les fais se rencontrer, ce qui est l'un des objectifs de FASC, quand j'ai créé FASC en 2019, c'était de les faire se rencontrer. Comment tu les fais se connaître les gens ? Tu les fais se rencontrer. Donc moi, je crée des opportunités de rencontre entre les membres de cet écosystème, en faisant des conférences, des workshops, des after-work, etc. C'est des événements en fait dédiés à la filière. Tu pourras presque faire un podcast. Alors. Absolument. J'ai un projet d'émission télé. Et voilà. Qu'il faut juste que je fasse financer. Mais voilà. Et lorsque tu fais ça, tu entends aussi les besoins qu'ont les gens. Enfin, d'ailleurs, dans le vrai sens de l'histoire, j'ai d'abord beaucoup écouté les gens, et ensuite j'ai créé des produits pour essayer de répondre à leurs problématiques.
Parmi les choses que j'ai beaucoup entendues dès la gestation en 2018, et pendant toute l'année 2019 où j'ai rencontré plus d'une centaine de professionnels en one-to-one pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour certains, pour écouter leurs problématiques, commencer à apporter des réponses parce que je sortais pas de l'œuf, j'avais déjà 2-3... voilà. Et puis qu'encore une fois, il y a des problématiques spécifiques à la filière mode, et notamment textile, mais il y a tout un tas de problématiques qui sont juste liées à l'entrepreneuriat. Et donc comme moi je suis entrepreneur depuis très longtemps, que les réseaux institutionnels, etc., je les connais ici sur le territoire, bah, je dis appelle machin, il va te débrouiller ton truc, tiens à la chambre de commerce, il y a tel bureau, va là-bas, ils vont te trouver une solution, etc. Et donc, en écoutant tous ces gens, parmi les problématiques, il y en a plusieurs des problématiques, mais parmi celles qui ont vraiment été récurrentes, c'est cette volonté, dès 2019, avant ce qu'on a appelé la crise du Covid ensuite, la plupart des professionnels, notamment dans le textile, dès 2019, veulent faire du Made in France. Il y a vraiment un mouvement très fort qui date de 2017-2018, où vraiment on veut faire du made in local, on veut faire du circuit court. Parce que ça n'a jamais vraiment... Enfin, ça a toujours été difficile. Alors, pendant très longtemps, ça a été du militantisme. Avant, on en a parlé, voilà. Moi, je compare ça au bio. En fait, à la partie alimentation. Moi, je me souviens de ma lecture. Après, on n'est pas tous d'accord. Et puis, on a un peu de temps, donc je fais court, hein, je fais simple. On m'excusera si ma démonstration est un peu perfectible, mais moi souvent je compare à ce qui s'est passé dans la crise alimentaire, en fait, notamment, enfin les crises alimentaires, notamment type vache folle et compagnie. Tout ça, ça nous a fait nous dire, faudrait peut-être qu'on regarde un petit peu plus ce qu'on mange. Et ça a aussi poussé le législateur à légiférer. Et à, par exemple, obliger, quand tu vas chez le primeur, quand tu vas chez le boucher, quand tu vas chez le charcutier, et d'ailleurs quand tu achètes une boîte de conserve même de maïs ou de ce que tu veux, aujourd'hui les industriels ou les artisans, là je viens de parler d'industriels et d'artisans, hein, le boulanger et le boucher c'est un artisan, la boîte de conserve ça sort d'un industriel, tous ces gens là, tous ceux qui sont dans l'alimentaire ont pour obligation de nous informer sur d'où vient le produit alimentaire qu'on est sur le point d'acheter. Et ça c'est assez nouveau dans l'histoire avec un grand H de l'alimentation en France, ça a même pas 10 ans. Et ça a forcément contribué à faire évoluer nos mentalités, même malgré nous, à l'insu de notre plein gré, comme disait l'autre. Et forcément, ça a des impacts sur les autres business, sur les autres filières, et notamment celle de la mode. Il y a de plus en plus de gens qui, et on le voit bien dans les sondages, c'est des choses qui sont sondées régulièrement par des instituts de sondage, par des grosses boîtes aussi pour leur choix industriel, leur stratégie industrielle, ils testent un peu le marché. Et on voit bien depuis plusieurs années qu'on passe de ouais, j'aimerais bien acheter du Made in France, j'ai le souhait de trouver de devenir un client régulier d'une marque. Enfin, tu vois, la pensée se structure. Et en fait, on peut vraiment parler de consommateur, qui est un terme un peu tarte à la crème, je trouve. Mais là, en l'occurrence, on est de plus en plus, le consommateur se forme, devient réellement et consommateur et acteur, au sens conscience. C'est-à-dire, je regarde bel et bien d'où ça vient, comment c'est fabriqué, qui sont les gens, dans quelles conditions ils travaillent, c'est tout ça. Il y a l'aspect environnemental. Je veux de plus en plus acheter un t-shirt qui n'a pas fait 30 000 km avant d'arriver sur mes épaules, ok. Donc ça, c'est l'aspect transport, etc. Mais il y a aussi, de plus en plus, je veux savoir d'où vient le coton qui constitue ce t-shirt, quel âge ont les gens qui ont participé à la fabrication de ce t-shirt. On a souvent entendu parler d'enfants qui travaillent dans certaines usines, dans certains pays, etc. Tout ça. Donc c'est une thématique RSE en fait au sens large, qui englobe l'environnement, mais qui englobe aussi les conditions de travail, etc., etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui déjà en 2018 et 2019 est quelque chose de plus en plus prégnant. Mais ça reste relativement symbolique. Simplement, ce qu'on perçoit quand on lit la presse, moi je lis beaucoup la presse notamment internationale, ce que je perçois moi, mais c'est mon intuition, c'est juste une intuition, c'est qu'on passe du militantisme, on passe des Birkenstock et des dreadlocks à bobo en fait, et voire même aujourd'hui, moi je considère qu'on est sorti complètement du giron bobo, ou alors on est tous bobos. C'est-à-dire que c'est vrai, ça passe vraiment les frontières, et c'est plus une question de culture ou de CSP. Après il y a le problème du coût, mais c'est encore un autre sujet. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui... Comme pour le bio qui est plus accessible exactement, dans les supermarchés. Et que exactement. Encore une fois, le parallèle avec l'alimentaire fonctionne toujours. Je pense que, quel que soit... Il y a quelque chose qui est plus populaire, les tarifs descendent et puis on a moins honte. Comme l'arrivée des restos japonais au départ à Paris, ça coûtait très très cher, et puis maintenant, bon, ça devient un produit de consommation et en fait, là, ce qu'on appelle la crise du Covid, et notamment le premier confinement, on fait prendre conscience, je pense, à nous tous, nous Français moyens, Français comme tout le monde, mais aussi, et a fortiori j'ai envie de dire aux dirigeants, que notre pays, au passage comme les autres, mais bon, si on veut rester focus sur la France, que notre pays était extrêmement dépendant
dans un certain nombre d'industries. Alors on a beaucoup parlé de la pharmacie, Ouais. notamment, on sait que, bon, on n'est pas là pour parler de pharmacie, mais on se souvient de ce que j'évoque, mais évidemment le textile aussi. Souvenons-nous des masques. Ouais. Souvenons-nous des blouses. D'ailleurs, c'est un hasard, mais c'est à la Timone. Cette image d'une infirmière qui enfile une blouse et laquelle blouse part en lambeaux, Ouais. c'est des images qui ont été tournées à la Timone, ici à Marseille. Mais ça pourrait pu être tourné n'importe où en France, dans n'importe quel hôpital, parce que c'est un vrai sujet. Voilà. De toute façon, la pandémie nous a quand même montré que sur plein de points, il n'y avait plus rien. Les bouteilles d'oxygène non plus, les masques, Exactement. les médicaments. Exactement. Enfin, en gros, on avait tout fermé au fur et à mesure. L'électronique. Et puis, tout a été fait enfin, à l'extérieur. Voilà, tout à fait. Donc cette conscience qui existait, cette prise de conscience, cette augmentation de l'envie d'acheter du Made in France en l'occurrence, était déjà allant s'augmentant, allant de manière croissante. Les 6 premiers mois de 2020, c'est effet levier. Mais vraiment, c'est waouh, alors je sais pas si c'est exponentiel, parce que s'il y a un matheux qui nous écoute, il va nous démontrer que c'est. Mais l'idée, elle est là, quoi. C'est comme souvent dans le parler de tous les jours, on appelle ça une croissance exponentielle. Voilà, sans prendre une calculette. Il y a vraiment un besoin, il y a vraiment une envie. Et d'ailleurs, chez les professionnels de la mode, comme je te le disais, en 2019, tous ceux que j'ai rencontrés en 2017, déjà, une grande majorité voulaient faire du Made in France, de l'upcycling, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est pas la grande majorité, c'est 100%. Et la demande de trouver du coup de la capacité à produire en local, etc., elle est à la fois parce que les professionnels ont augmenté encore leur conscience et leur envie de bel et bien faire du Made in France, etc. Mais il y a aussi évidemment un marché qui est décidément plus mature qu'il n'a jamais été. Pour acheter plus du Made in France qu'autre chose. Donc du coup, on a une espèce de convergence entre une volonté de ceux qui font les produits de faire du Made in France et leur marché qui leur dit oui, j'en veux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y aura comme à chaque fois un temps de latence entre ceux qui proposent et puis la demande des acteurs, enfin la demande des acheteurs qui finalement se fait par la suite. Comme pour le bio aussi qu'on a proposé du bio, le risque petit flop, et puis quelques années après, on commence à en demander et c'est bon. C'est exactement ça. Okay. Parfois, on a le bon produit, il est simplement pas au bon moment. Donc, c'est d'ailleurs dans le marketing mix, pour ceux qui auraient fait du marketing, on sait que dans le marketing mix, il y a aussi la notion de moment, de temps, de place, est-ce que je suis au bon endroit au bon moment, quoi. Et on peut avoir le meilleur des produits, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être que dans 10 ans que ce produit-là il marchera. Donc si c'est assez positif tout ce que j'entends, mais alors pour la mode finalement on arrive là très facilement au Made in France de plus en plus. Qu'est-ce qui resterait à faire? Qu'est-ce qui a été fait? Alors là encore, l'un des sujets, des exemples, c'est ça qui m'intéresse. L'un des sujets, c'est la capacité de production. Ouais, bah oui. Et le coût, parce que c'est toujours la même chose. Oui, alors en fait, moi j'aime bien essayer d'aborder des sujets sur lesquels je pense que je peux faire quelque chose. Le coût, il est quand même alors lié au coût des matières premières. Pour le coup, j'y peux pas grand chose. Bah, c'est ça. Notamment sur des matières premières qui de toute façon ont un coût, etc. Enfin, il y a tout un tas comment dirais-je, de sujets qui constituent le coût, sur lesquels on peut, en tout cas nous, encore une fois, individus lambda, on peut que très peu influer. Mais parmi les problématiques donc de faire du Made in France, ce que j'ai repéré comme étant pour le coup un sujet qui d'abord m'est proche, parce que dans mes vies antérieures j'ai déjà œuvré dans des sujets emploi-formation, mais aussi parce que pour le coup, et je suis en train de le démontrer, on peut le faire quand on veut, c'est que donc je veux faire du Made in France, en particulier dans le textile, je me suis focus textile, mais au passage ça peut être un peu le même sujet dans l'horlogerie, dans la maroquinerie, etc. Mais si on reste juste focus sur le textile, je veux faire des chemises et des pantalons fabriqués en France, que je conçois moi ici en France et que je veux faire fabriquer ici en France. Eh bien, on peut pas dire qu'on ne peut pas, parce que ça existe. Il existe encore des usines et des ateliers de confection, mais depuis 30 ou 40 ans, on les a laissés partir. Donc la grande majorité a disparu. Et évidemment, j'ai envie de dire logiquement, malheureusement, on a aussi laissé les gens ne plus se former à ces métiers. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que les gens ne savent plus utiliser. En fait. Donc aujourd'hui, on a une pyramide des âges dans ces métiers-là. Là encore, je sais que dans d'autres industries, dans d'autres business, il y a aussi une problématique de pyramide des âges. Mais s'agissant du textile, il y a une vraie problématique, c'est-à-dire que ceux et celles qui savent encore fabriquer des vêtements de manière industrielle, il n'y en a plus pour très longtemps avant qu'ils partent à la retraite. Et la relève, elle n'est pas tout à fait constituée. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, moi je suis parent, j'ai un ado qui fait un choix d'orientation
Il a le choix entre aller vers une filière dont tout le monde nous rabat les oreilles parce que c'est en super développement en permanence, etc. Je veux pas en citer parce que c'est pas le sujet. Ou le mettre dans une filière dont on entend depuis 40 ans que toutes les usines ferment, qui est en l'occurrence le textile. On est bien d'accord que je vais pas envoyer mon gamin dans la filière. Là encore, je grossis. Mais c'est en gros ça qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans. Même si évidemment l'éducation nationale notamment sur tous les territoires a continué à former sur ces métiers-là. Je suis pas en train de dire qu'on n'a rien fait du tout, mais on n'a pas fait suffisamment. L'histoire est en train de nous montrer qu'on n'a pas fait suffisamment. Donc pour moi, l'une des urgences, c'est de remettre de la compétence sur ces métiers-là sur le marché de l'emploi, de manière à ce que ceux qui ont des ateliers de confection et qui souhaiteraient se développer, et on arrive bel et bien là à mon sujet, c'est un frein au développement économique de la partie confection textile, puisque les ateliers refusent du business. Donc on a des marques qui voudraient faire du Made in France, mais qui ne trouvent pas d'outils de production pour produire leur collection. Et on a des ateliers de confection, des usines, qui refusent du job. Jusque-là, c'est cohérent. Je suis une marque, je cherche et on me répond non. On me répond non, je peux pas te fabriquer. Et des ateliers qui disent non. Pourquoi ils disent non? Mais parce qu'ils sont déjà full. Ils ont déjà suffisamment de business. Leurs locaux sont pleins. Les personnels, ils peuvent pas en prendre plus. Et surtout, ils en trouvent pas plus. Oui, et puis il y a beaucoup d'usines confirmées. J'imagine qu'on a dû vendre du matériel dans d'autres pays et que maintenant on a plus rien. En ce moment, alors sans que ce soit... on parle pas de volume de dingue, hein, mais on a plusieurs exemples de machines qu'on est en train de rapatrier, qui ont été vendues il y a 20 ans on les récupère. En Asie ou ailleurs, et qu'on récupère parce que je suis pas le seul, loin s'en faut, à essayer de réimplanter des choses oui, mais ça m'intrigue beaucoup parce que on pourrait extrapoler ça à d'autres choses. Dans le nucléaire, c'est la même chose. On s'est rendu compte aussi que on formait plus d'ingénieurs sur certains éléments et qu'il va falloir le refaire. Et donc là, je me dis que c'est un peu la même chose. C'est comme si on avait du mal à avoir une stratégie au long cours. Donc on vend tout, on externalise tout, et puis le jour où il y a une pandémie, on ne sait plus quoi faire. On n'a plus de machine. On va chercher la grand-mère ou le grand-père à la retraite qui, eux, savent encore faire ça. Et on a formé des gens à quoi, finalement? À être uniquement dans le tertiaire, mais on n'arrive plus à être source de production. Donc c'est tout ça, finalement, dont on est en train de discuter. Oui, alors moi, j'ai pas envie de faire de procès à ceux qui nous ont précédés. Non, sans faire de procès, en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, l'état des lieux aujourd'hui, on a une conscience environnementale qui croît. On a aussi, sans parler de nationalisme, mais on a quand même une certaine prise de conscience que ce serait peut-être pas plus mal si nous, en tant que nation, on pouvait être ne serait-ce qu'un tout petit peu moins dépendant sur un certain nombre de sujets, sans pour autant se mettre sur la gueule avec les voisins, mais juste qu'on maîtrise un peu plus deux trois choses. Voilà, et tout ça converge vers du Made in France. Il n'y a pas que ça, mais il y a notamment ça. On a aussi des questions d'emploi et d'économie au sens large. Il faut bien qu'on ait du boulot. Oui, mais il y a aussi une autre question, c'est que... Alors bon, on revient toujours à cette question, je suis désolé, tout le monde ressort cette question, mais entre un t-shirt à 10 € et un t-shirt à 50 €, évidemment, celui à 10 € il a tendance à pas tenir bien longtemps, mais comment on arrive à concurrencer? Parce qu'il faut payer les gens quand même à un prix raisonnable. On a le problème aussi pour l'agriculture, on importe des produits alors qu'on devrait finalement ne pas importer des produits qu'on produit sur nos propres terres. Comment vous faites par rapport à ça? Est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher? Juste pour finir sur la réponse du coup qu'on a apportée, on a donc créé une nouvelle association pour qu'elle soit indépendante au moins sur certains sujets, notamment financiers. Et donc on a créé FASC Academy. Oui, ça. Donc FASC c'est la mère et FASC Academy c'est la première fille parce que j'ai d'autres projets, mais donc pour l'instant on n'a qu'une seule fille. D'accord. Donc FASC Academy pour laquelle on a obtenu un label qui s'appelle École de production. Et en fait une école de production c'est un choix qu'on a fait avec notre partenaire principal sur ce projet qui est le conseil régional, qui est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc nous avons choisi d'adopter ce modèle qui prévoit qu'on forme gratuitement, bien sûr, dans le cadre d'une association loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif. Nous ne sommes pas un organisme de formation lambda. Encore une fois, j'ai rien contre les organismes de formation lambda. Mais nous, on fait le choix de faire ça dans l'économie sociale et solidaire et à but non lucratif. Donc on forme gratuitement, exclusivement des jeunes de 15 à 18 ans, à des métiers industriels, ça c'est toutes les écoles de production. Nous, la nôtre, c'est les métiers de la confection textile industrielle. On les forme aussi, notre engagement vis-à-vis d'eux, c'est de les former à un diplôme, on les amène vers un diplôme reconnu par l'État, en l'occurrence le CAP, qui s'appelle métier de la mode, vêtements flous, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est le référentiel de compétences de ce diplôme, c'est celui le plus adapté aux ateliers de confection industrielle. Voilà. Donc on voit déjà bien qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont cohérentes avec tout ce que j'ai expliqué avant. On est bien dans
la contribution à la résolution d'un problème. On va pas révolutionner le marché avec ça, mais on contribue, voilà, comme le petit colibri. Mais ce qui nous a plu particulièrement dans le modèle école de production, c'est qu'une autre des spécificités particulières de ce label, c'est que à terme, un tiers des besoins en fonctionnement de l'école doivent être apportés par la vente de ce que les jeunes vont produire. Ça veut dire qu'une école de production, c'est aussi un atelier de fabrication en fait. D'accord. Et ça nous a beaucoup séduit. J'aime bien ce côté hybride. Il y a à la fois une association un peu classique avec des financements publics, voire des fondations qui nous soutiennent. On a notamment la fondation Total Energy qui nous a soutenus sur ce projet. Mais il y a aussi une confrontation au marché. Ce qui est intéressant et stimulant, mais ça c'est quand on a une formation commerciale comme moi ça me stimule et les équipes que je recrute avec moi, forcément elles sont stimulées aussi par ça. Mais aussi parce que du coup on est sûr que les jeunes, on va les former à ce dont a besoin l'entreprise, à ce dont a besoin son client de demain quoi en fait. Sachant qu'on ne travaille qu'en B2B, et donc on va fabriquer pour des marques, on va fabriquer pour tous ceux qui voudront nous faire produire des produits textiles. Donc en fait ça va même au-delà de la fringue, hein, un tote bag, des porte-clés en tissu, tout ce qui est en tissu peut tout à fait être fabriqué par notre école, par Fasc Academy. Et ce qui est très séduisant en fait dans ce projet, et c'est pour ça qu'on l'a bâti comme ça, c'est que non seulement on répond à notre première problématique qui est de remettre de la compétence sur ces métiers-là, sur le marché de l'emploi local et national, mais ça c'est un peu à moyen terme, parce qu'on va former au CAP en 2 ans, donc là on commence en septembre 2022, la première promotion on la rentre en septembre 2022, elle sera diplômée en 2024. Mais bon, malgré tout, on est bien dans cette dynamique-là, mais comme on est une école de production, on produit pour de vrai dès maintenant. D'accord. Ça veut dire que dès septembre 2022, notre territoire voit sa capacité de production de produits textiles augmenter. D'accord. Immédiat, ça c'est immédiat, même si on est bien d'accord que on fait des promos, une école de production, c'est des promos de 12, donc 12 jeunes. Donc 12 jeunes en septembre 2022, ils vont pas savoir faire des costumes et des... Voilà, donc on va démarrer... comment dirais-je, tranquillement si je puis dire. En tout cas on va démarrer avec des compétences limitées, sauf que de fil en aiguille on les garde 2 ans, donc l'année prochaine on va rentrer une nouvelle promo de première année qui va du coup cohabiter avec la deuxième, la première, voilà. Et donc, ça va croître tout doucement. Et à terme on devrait avoir une 40aine de jeunes en permanence en formation, ce qui commence à être un outil de production quand même non négligeable sur un territoire. Encore une fois, c'est une simple contribution. Il y a heureusement beaucoup d'autres ateliers qui existent déjà. L'idée, c'est que nos jeunes, une fois diplômés, ils permettent aux ateliers préexistants de continuer à se développer, de trouver des compétences dont ils ont besoin pour continuer à vivre et à exister. Et même, j'ai envie de dire, soyons même plus ambitieux que ça, pour bien connaître un peu la démarche d'investissement, tu n'investis jamais mieux sur un territoire que lorsque tu es sûr d'un certain nombre de choses, le foncier, etc., mais aussi que tu vas trouver des collaborateurs. Et le pari que nous faisons, c'est aussi que demain, pour tout un tas de raisons qui sont indépendantes de nous, mais je répète, un regain de volonté d'acheter du Made in France, une volonté des acteurs professionnels de produire en France. Donc ça commence à faire quelques éléments qui peuvent contribuer à ce que quelqu'un se dise tiens, je vais créer un outil de production, je vais créer un atelier, une usine. Il le fera d'autant plus volontiers qu'il y aura les éléments que je viens d'évoquer, mais qu'en plus, il saura que sur le marché de l'emploi, il y a des gens disponibles, formés, et qui sont adaptés à ses besoins. Voilà, c'est le pari qu'on fait. En tout cas, c'est une belle aventure là, qui est en cours. Et puis apparemment, il va y avoir encore des choses. Il va y avoir d'autres filles, comme j'ai entendu. Il faudra qu'on se revoie. Exactement, mais ça pourra être intéressant dans 1 an, dans 2 ans, de voir où ça en est. Une dernière question qui est liée au nom de l'émission. Où va le monde alors selon toi ? Moi je pense qu'il va dans la bonne direction. Moi je fais confiance à l'humain, même si comment dirais-je, même si ça frotte, ça pique. Si on regarde l'histoire avec de la distance, ce dont je suis pas encore une fois pas plus capable qu'un autre, mais de temps en temps je m'y oblige. Moi j'ai un père qui était prof des écoles et qui était très branché histoire, donc j'ai été très très élevé dans cette notion de regarde toujours dans le rétro et inspire-toi de ce qui s'est fait avant. Quelque part ça permet de dégonfler un peu le stress et de se dire ouais c'est vrai que c'est un peu perturbant, il se passe plein de choses, mais finalement les générations d'avant nous ont elles aussi vécu des choses très perturbantes. C'était pas les mêmes que les nôtres, mais elles aussi elles s'en sont sorties, la preuve on est là. Donc il y a certainement des choix qu'il faut qu'on fasse collectivement, il faut que l'humanité fasse un certain nombre de choix, mais j'ai plutôt confiance en l'instinct de l'homme avec un grand H,
Même si, encore une fois, il y en a qui vont s'en prendre plein la gueule, et je pense qu'il y en a sur lesquels il va falloir qu'on appuie un petit peu quand même pour leur faire comprendre 2-3 trucs, mais voilà. Donc où va le monde? Il va dans une direction qui fait qu'il devrait encore exister un moment, et en tout cas c'est comme ça que je préfère voir les choses. D'accord, bah écoutez, je te remercie Jocelyn Maire, et puis Merci à toi. on va suivre la Fasque Academy, de voir ce qu'elle va devenir. Ça marche. À Merci. bientôt. Merci.